Et bonjour à tous, bienvenue sur Blood Quest. Aujourd'hui, épisode 0 explicatif de l'univers, des règles pour que vous ne soyez pas perdus durant la campagne L'Appel des Anciens. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste, a.k.a. Salut. Peter, Peter. du coup, notre Salut à petit tous. alchimiste. C'est gentil petit, merci. Bon, t'es pas très grand, hein. C'est vrai, c'est pas faux. La vidéo va se présenter en deux grandes parties. Premièrement, initiation à l'univers, un synopsis, l'explication des bases générales, et une deuxième partie sur comment on réussit une action, les overlays qui vont passer en dessous de la vidéo. Vous allez voir aussi tout ce qui est point de vie, point d'énergie, classe d'armure, résistance arcanique. En gros, une généralité sur les règles de base afin de ne pas être perdu et de comprendre ce que nos aventuriers vont faire au cours de la campagne. Tout à fait Thierry. Si je peux me permettre de rajouter aussi, cet épisode-là, qui est donc un épisode explicatif, le format utilisé il sera repris plus tard sur la chaîne avec une émission qui s'appellera Lore in Blood. Lore in Blood, exactement. Voilà. Donc Blood Quest sera le nom de la chaîne, mais aussi le nom du jeu. Lore in Blood sera, quant à elle, une émission qui sera basée sur l'explication un peu plus poussée du lore du jeu, de l'historicité, je crois que ça se dit. C'est ça. Et on pourra aussi répondre éventuellement si vous avez des questions sur les personnages, sur les origines, sur les voix, sur des compétences ou des monstres qu'on a pu rencontrer. Ben on répondra aussi à ces questions et on essaiera du coup de thématiser. C'est ça. Je pense que ça se dit. Chaque émission Lore in Blood, alors il n'y en aura pas énormément, mais ça nous permettra aussi de discuter avec vous, de répondre à vos questions, mais aussi d'expliquer plus en profondeur du coup les détails de l'univers. C'est ça. Pour Lore in Blood, on essaiera d'avoir un même format, du coup un face-à-face avec une ou deux personnes, pardon. Ça va nous permettre déjà d'interagir avec vous, mais aussi d'interagir entre MJ et joueurs, afin de couper un peu cette barrière qu'il y a pu avoir durant les épisodes. Ça va nous permettre d'avoir tout simplement, même si Peter ou Baptiste va avoir des questions vis-à-vis de qu'est-ce que les alchimistes, tout ça, ça va nous permettre de répondre. Donc ce sera pareil des épisodes à thème, du coup. Comme il le disait, des épisodes où on aura un grand thème général, où on va pouvoir ensuite faire un effet d'entonnoir, commencer par la base, et puis remonter, C'est ça, pour avoir quelque chose de plus grand. Exactement. On commence? Let's go. Let's go. Donc, on va faire un petit synopsis, à moins que vous compreniez dans quoi se passe l'univers de Blood Quest. L'univers de Blood Quest se passe dans une terre jumelle à la nôtre. C'est pour ça qu'il y a des éléments que vous allez retrouver, qui sont similaires à notre terre à nous, mais il y a des choses qui ne se sont pas passées non plus. Par exemple, des guerres qui ont pu avoir dans notre monde ne se sont pas passées pareilles ou n'ont pas eu les mêmes résultats à la fin. Les monnaies, par exemple, les systèmes monétaires, on y viendra plus tard, mais aussi tout simplement la présence de magie, avec des gros guillemets, que dans l'univers on appelle de l'énergie ou plus communément des arcanes. Tout ça, ça va être expliqué à la suite de cette vidéo. Cette terre, en petit résumé, part du principe que tous les mythes et les légendes de notre monde, sur cette terre-là, sont connus, existent. Exemple, le Kelpie, qui est une créature mythologique aussi appelée un cryptide, n'existe pas sur notre terre. Rassurez-vous, ça n'existe pas. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Quand tu vois le bestiau, ça fait peur quand même. C'est ça. Par contre, dans l'univers, le Kelpie existe. Et pour le plus grand désarroi de nos aventuriers, il existe. Malheureusement. Le monde est constitué de deux types de personnes, les conscients et les non-conscients. Les conscients correspondent aux personnes qui sont détenteurs du secret. Le secret, c'est tout simplement l'existence d'un monde souterrain, d'un monde... Caché. Caché, merci. On pourrait prendre un peu l'exemple de John Wick sur ça. T'as le monde, on va dire, avec des non-assassins, on va dire. C'est ça, des Alors, tueurs. je sais plus comment ça s'appelle, le terme exact dans le lore du film. Mais ouais, en fait, quand il parle de monde souterrain, c'est vraiment ça. C'est un monde, on va dire, exposé à la lumière, où les gens ne sont pas forcément conscients de l'existence de telle ou telle créature, de telle ou telle horde ou entité qui va avoir des activités plus ou moins légales. Et il y a cette partie qu'on qualifiera de, entre guillemets, souterraine, où on va avoir du coup des personnes, des activités, des créatures qui sont cachées, on va dire, aux yeux du coup de ce que Quentin, le MJ, appelle les non-conscients. C'est ça. Pour un exemple peut-être plus concret, pour ceux qui n'ont pas vu les trilogies de John Wick, tout ça, on a la quadrilogie Underworld, et même la plurilogie maintenant, du coup. Je connais pas trop Underworld, mais... Je crois 6 ou 7, mais du coup, voilà, on a, notamment dans l'univers, des créatures obscures, qui comprennent, du coup, on y verra plus tard sur l'explicatif, mais
tout ce qui est vampire, d'empire, lycan, wolfblood. Et on a des créatures humaines, modifiées ou non, chasseurs, néphilim, alchimistes, druides, tout ça. Tout cet univers-là existe autour d'une chose, quelque chose qu'on appelle le secret. Le secret, c'est le fait d'être conscient, d'où le nom les conscients, que ces créatures-là, ces créatures jouables et les ennemis, le bestiaire en fait, existent. Les non-conscients, eux, c'est comme pour nous des légendes en fait. C'est-à-dire que pour les non-conscients, le kelpie reste une légende. En réalité, le kelpie existe au fond d'un lac. Mais pour les non-conscients, c'est comme ça que ça se passe. Comme vous en parlez, Quentin, il y a quelques secondes, il existe dans le monde des créatures obscures qui peuvent être du coup des PJ, puisqu'on verra que certains d'entre nous, une en l'occurrence, fait partie des créatures obscures, et on en parlera assez rapidement. Et il y a aussi des PNJ, des animaux, entre guillemets, aussi, qui peuvent être parfois considérés comme des créatures obscures. Oui, c'est ça. Il y a dans cette famille de créatures obscures, 3 sous-genres avec les naturelles, les maudites et les obscures. Donc Quentin va vous en parler un peu plus profondément. Les naturels, ce sont justement, comme disait Baptiste, les créatures qui sont issues d'événements naturels. Je vais prendre un exemple, le Blackjack, que nos aventuriers vont rencontrer, j'espère, est une créature obscure naturelle. La légende du Blackjack, de notre monde, part du principe que un loup qui est mort de façon agonisante reprend la forme d'un esprit vengeur. Voilà. Ça, c'est la légende, aussi connue sous le nom du chien noir, ou du Sinistros pour les grands fans d'une multilogie. Ce sont des Blackjack, voilà, des esprits vengeurs de loups, de canidés. Les créatures maudites, elles, sont des créatures comme les vampires. Les créatures maudites, elles, sont des créatures comme les vampires. Des créatures qui sont mortes et qui ont été maudites par un sortilège ou un événement X. Et donc ça a donné les vampires ou les dampires. D'autres créatures obscures, comme les possédés, les banshees ou les spectres noirs, sont des créatures obscures maudites. Les créatures obscures pures sont des créatures qui sont imprégnées d'énergie obscure. On y verra plus tard sur les énergies. L'énergie obscure, c'est quelque chose qui fluctue dans notre monde. Il naît du chaos, de la détresse et de la peur. Ce sont une énergie qui fluctue à travers notre monde. Certaines personnes, comme une de nos héroïnes, a été imprégnée bien avant la naissance, notamment sa génération, a été imprégnée d'énergie obscure. Elle est donc devenue plus tard un lycan, plus précisément dans sa naissance, mais vous comprendrez tout ça sur des épisodes prochains de Lore in Blood. Cette énergie obscure peut être, encore une fois, on le verra plus tard, accumulée ou pliée à sa volonté. Tout ça, on en parlera dans une partie un peu plus lointaine dans la vidéo. On appelle aussi créatures obscures des créatures qui sont dangereuses ou nocives pour la population. Non pas par leur caractère, mais par exemple, leur comportement. On prend l'exemple d'une croyance commune, le loup-garou. Il est dangereux uniquement les nuits de pleine lune. En réalité, dans notre temps, si vous regardez des séries, des films, des livres, tout ce qui comporte ce sujet-là, c'est vraiment dangereux lors de la pleine lune. Tout ça présente un danger pour la population des non-conscients. À savoir, toutes les créatures obscures font partie des conscients, encore une fois. L'énergie obscure est arrivée lors de l'alignement des mondes. Quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Vous allez sûrement en apprendre dans la campagne, d'ailleurs, l'alignement des mondes. Mais l'alignement des dimensions aussi. C'est de là qu'est née l'énergie. Pour vous donner un exemple, une personne qui va avoir peur. Pas peur comme un sursaut, quoi. Une personne qui va avoir vraiment peur, qui va subir un traumatisme, va émettre de son corps des énergies négatives. Retraitée par le noyau de la Terre, et par toutes les énergies qui fluctuent, va se mélanger à tout ça, et va contaminer les énergies terrestres. Et ça va donner de l'énergie obscure. Et plus tard, des créatures obscures. Alors qu'on soit d'accord, ça n'a rien de scientifique, hein. C'est vraiment purement créé pour le jeu. N'allez pas raconter dans vos cours de SVT qu'il y a, parce que les gens pleurent, ça crée des énergies négatives. On va nous taper dessus après. Et les gens, certaines personnes tout du moins, et certaines créatures aussi, ont cette capacité de venir récupérer cette énergie, alors de manière
innés ou acquises, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est ça. On va voir pourquoi avec les alchimistes et des origines un peu de ce type-là. Donc ces personnes-là arrivent à manipuler cette énergie. Dans ce cas-là, on parlera d'arcane. C'est ça. On parlera d'arcane, de compétences arcaniques, d'attaques arcaniques, pour les alchimistes, les druides, des choses comme ça. Et du coup, ces gens, comme disait Quentin, sont de facto des conscients et vont pouvoir récupérer cette énergie, la plier à leur volonté et l'utiliser pour la vie de tous les jours, pour un combat, pour une tâche bien précise. C'est ça. Pour être plus précis sur la naissance de l'Obscur, du coup, lors de la Grande Guerre, un événement qui date de 1399, 1400, 1401 à peu près, donc 3 ans, une guerre qui a opposé les différents clans, chaque créature a accumulé de l'énergie pour devenir plus tard des lycans, des wolfbloods, des vampires, des dampires. Donc, comme on disait, lors de la Grande Guerre, les créatures obscures ont décidé de se soulever, de clamer leur liberté, afin d'être indépendants. Quant aux humains, eux, ils ont mis au point une arme ou un artefact, vous allez apprendre plus tard ce que c'est, afin de détruire ces créatures obscures. On reste sur le thème où les humains sont jaloux de ne pas avoir des pouvoirs. Les humains de base, voilà, on n'est pas sur les alchimistes et druides. Vraiment, les humains de base sont jaloux de ne pas avoir de pouvoir. Donc, quand ils n'aiment pas, ils détruisent. En même temps, on peut dire qu'en vrai aussi, on est jaloux de pas avoir des pouvoirs dans la vie de tous les jours quand même. Donc après cet événement-là, les créatures obscures se sont cachées des non-conscients et ont décidé de vivre par clan, éparpillés un peu partout dans le monde. Donc il y a des lieux qui sont précis. On va avoir Lupine Ridge pour les lycans, on va avoir Vienne et Prague pour les vampires, donc qui fait un écho à la légende de Dracula, et d'autres endroits que vous découvrirez au cours de la campagne. Il y a des ascendants, il y a des ancêtres communs, tout ça vous l'apprendrez au fur et à mesure, un petit peu pendant la campagne. Et si vous avez des questions, ce sera lors des émissions Lore in Blood qu'on y répondra. Comme je le disais plus tôt, l'arcane peut être manipulé, plié à la volonté de certains. Mais l'énergie peut aussi être accumulée par des personnes. Dans ce cas-là, on ne parlera pas d'arcane, mais on parlera de ki. On apprendra un petit peu plus tard les différentes origines, les différentes voies qu'on peut jouer dans Blood Quest. Il y a une grande différence entre ceux qui arrivent à manipuler l'énergie, la plier à leur volonté, qui sont donc des arcanistes, et il y a ceux qui emmagasinent cette énergie, qui deviennent du ki. C'est notamment l'origine des kaolins, dont on parlera, je pense, peut-être dans la campagne, si on en rencontre, ou tout du moins peut-être dans Lore in Blood. Il y a possibilité d'en croiser, ouais. Ouais. Faut savoir que les arcanes, qui sont pliés à la volonté de leur maître, parce que du coup, la personne qui plie l'arcane, l'énergie à sa volonté devient un maître arcaniste, prennent de formes différentes. Vous allez le voir au cours de la campagne, Peter, qui est un alchimiste, et Daria, qui est une alchimiste, n'ont pas la même façon de maîtriser les éléments. C'est ce qui explique justement que le maître des arcanes est propre à la création, à la forme, à la formation qu'il souhaite. Le ki, lui, pour le coup, est quelque chose qui est accumulé. C'est-à-dire qu'un conscient, comme un non-conscient, peut accumuler du ki au cours de sa vie. C'est plus compliqué quand il suffit de l'utiliser plus tard. Le ki va permettre de renforcer son corps ou renforcer ses attaques. L'arcane, lui, va permettre d'attaquer à distance ou d'attaquer au corps à corps, de renforcer, de se protéger. Tout ça, ce sont un seul et même ensemble, l'énergie qui fluctue dans notre monde. Donc la roche, la terre, les animaux, l'être humain, le vent, tout ça. Il existe aussi dans les arcanes 4 grandes divinités, les divinités arcaniques. Nous avons donc les sylphes, qui sont les propres de l'arcane des airs, les nymphes, qui sont les propres des arcanes de la terre, les salamandras, qui sont les propres des arcanes du feu, et les nyx, aussi appelées les sirènes, qui sont les protectrices des arcanes des eaux. Vous apprendrez dans un prochain épisode de Lore in Blood, ou au cours de la campagne, pourquoi les alchimistes ne maîtrisent pas l'air. Oui. Il y a une raison valable à ça. Ce qui est frustrant d'ailleurs. Ce qui est frustrant, je peux le comprendre. Donc, j'en profite aussi pour parler un petit peu des voix au passage. Donc, comme j'expliquais, il y a des origines, donc Lycan, Wolfblood, Kaolin, alchimiste, etc. Mais il y a des voix. Par exemple, mon personnage, Peter Elassad, est un alchimiste qui va choisir, parce que ça a déjà été choisi à l'avance, Oui. va choisir la voie élémentaliste. Ce qui veut dire que mon alchimiste va vraiment partir sur ce côté manipulation des arcanes, et donc plier l'arcane, enfin l'énergie à ma volonté. Ce qui est très frustrant en tant qu'élémentaliste, c'est qu'on ne peut pas manipuler l'air. Et c'est dommage, parce que l'air nous entoure. Et on ne peut manipuler que le feu, la terre et l'eau. C'est ça. Alors que Daria, qui est une alchimiste avec la voix des inventeurs, elle ne peut pas plier comme elle le souhaite les arcanes. Du moins pas comme Peter. Mais elle est douée d'autres capacités. D'autres capacités. Qui sont quand même
pas dégueu. Oui, On va oui, pas se c'est mentir. quand même pas hein. mal. Il faut savoir une chose, c'est que les arcanes sont soit innés, donc vous maîtrisez les arcanes dès la naissance, enfin les conscients maîtrisent les arcanes dès la naissance, soit les arcanes sont... Tu peux les acquérir, en fait, au terme d'un entraînement qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, un entraînement de long terme. Vous en apprendrez pareil plus. Bon, l'univers, c'est bien. Ouais. Mais comment on joue? Ça m'intéresse, moi, de savoir. Alors, comment jouer? Pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit de quelques dés. Quand j'ai créé le jeu, j'ai fait en sorte que les règles ne soient pas très compliquées au départ. Pour avoir des cohérences dans l'univers, il a fallu complexifier certaines règles. On va vous donner les bases pour comprendre, au cours de la campagne, comment nos joueurs peuvent interagir. Vous pourrez aussi faire ce que moi je faisais quand je regardais des jeux de rôle en actual play, tout ça. Je m'amusais à lancer les dés en même temps que les joueurs pour voir si je faisais des meilleurs scores qu'eux. En soi, ça vous apportera rien, juste de la satisfaction si le joueur fait un fumble C'est ça. et vous faites un critique. Je me permets d'ailleurs de faire une petite parenthèse, contrairement à des jeux de rôle très 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 célèbres, qui ont souvent tendance à avoir des systèmes très complexes et qui se complexifient très rapidement. On va avoir des bonus, des malus, des maîtrises, des machins. Blood Quest, malgré le fait que, comme Quentin l'a expliqué, on a été obligé parfois de complexifier légèrement le jeu pour le rendre déjà plus intéressant aussi, mais surtout pour garder une cohérence, que ce soit dans l'histoire ou dans le gameplay du jeu de rôle en tant que tel, on a quand même, toute l'équipe de Blood Quest et Quentin qui a créé le jeu, souhaité rendre le jeu le plus accessible possible. Autour de la table, on vous en parlera sans doute lors peut-être de Lore in Blood ou d'interviews, des choses comme ça, qui sont prévues sur la chaîne. Qu'en fait, on n'est pas de très grands joueurs de jeux de rôle. Moi, par exemple, j'ai découvert le jeu de rôle il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Et quand je vois les systèmes de jeu de très grands jeux de rôle, je me dis qu'en fait, un système de jeu simple permet aussi de prendre du plaisir tout en n'ayant pas à aller chercher des milliers et des milliers de règles. C'est ça. L'avantage du jeu que j'ai voulu créer, c'est que je voulais laisser un libre accès à tous les joueurs. Pour l'exemple des armes, vous allez le voir, il y a un épisode, normalement, où les joueurs vont acquérir des armes magnifiques, tout ça. Le fait que l'arme soit incrustée d'or ne va pas changer ses statistiques. Le joueur choisit le type d'arme qu'il veut. Il y a des classifications d'armes, une épée courte, une épée longue, une hache, tout ça c'est très bien. Mais si le joueur il veut que ce soit son épée courte, ce soit un katana, et que l'autre il veut que son épée courte, ce soit un glaive, c'est faisable. Ce sont des statistiques d'armes, c'est ça le but. Mais les armes c'est bien beau, mais pour pouvoir faire des dégâts, il faut d'abord toucher l'ennemi. Que ce soit à distance ou au corps à corps. Pour ce faire, on doit faire une action. Pour faire une action, le joueur devra lancer essentiellement un dé 20 qui ressemble à ceci. C'est le dé le plus gros que vous avez dans un set de base. Ce dé 20 va définir, au niveau du numérique, au niveau du chiffre plus précisément, si l'action est réussie ou pas. Dans le jeu Blood Quest, le 1 est un fumble ou un échec critique. Quand ça vous tombe dessus, il vous arrive rarement des choses bien. Ouais. Le 20, le 20 est un critique. Dans les règles, le critique multiplie les dégâts par 2 ou réussit l'action tellement bien que vous avez des avantages. Vous le découvrirez au cours du jeu. De toute façon, notre monteur-monteuse nous ont fait un système magnifique pour les critiques et les fumbles. Vous allez voir sur les épisodes, je suis fan. Alors je me permets d'ailleurs de rebondir sur le critique, le vin naturel. Ça double les dés de dégâts. Oui, ça double les dés de dégâts. C'est ça. Exactement. Parce que, comme on le verra plus tard, les dégâts sont liés à des dés, qui sont liés aux statistiques de l'arme, mais aussi au niveau du joueur. C'est ça. Suivant les joueurs, les dés vont être différents. En exemple, vous avez une attaque au corps à corps. Au corps à corps, donc à l'épée. Une attaque au corps à corps va se jouer sur la dextérité. Ce sont des statistiques que les joueurs ont. Ils vont balancer le D20 et vont ajouter leur facteur de dextérité. Un exemple, Peter utilise son épée courte, c'est ça, lance un D20, fait un 12 et possède en dextérité plus 3. 2 Ah, 2. Ouais, 2. De tête, j'ai 2, je crois. Possède 2 en dextérité. Il va donc faire 14 de résultats. Tout ça va être à prendre en compte avec la classe d'armure de l'ennemi, la classe d'armure du joueur et plein d'autres éléments que vous découvrirez au cours de la campagne. Par contre, si Peter, qui est un arcaniste, utilise une attaque à distance qui prend en compte ses arcanes, à ce moment-là, c'est un D20 sur la puissance qui rentre en compte. Et j'ai beaucoup de puissance. Et je crois que tu as 6. J'ai 6, j'ai 4 plus 2 de bonus. Ce qui est un 6, c'est au-dessus du maximum. Au maximum, en répartition des points, on ne peut mettre que 5 points. Mais les bonus octroient des avantages. Car en fait, les joueurs peuvent choisir, même choisissent,
Oui. un passif libre en début de création de personnage. Et certains passifs vont octroyer, comme moi c'est mon cas, j'ai pris le passif pieux, vous découvrirez le lien qu'il y a avec mon personnage, ça m'octroie plus 2 en puissance et des malus, par contre, ce qu'il faut bien contrebalancer, sur d'autres capacités. Et comme l'a expliqué Quentin, on ne peut mettre que 5 points maximum par statistique, on expliquera ça un petit peu après, mais les bonus peuvent permettre de passer au-delà de ce cap des 5 points. Ce qui est plutôt avantageux, car on le verra, enfin vous le verrez pardon, dans la campagne, on a une équipe où on est plutôt chipos, hein, on est un peu faible on va dire en termes de PV. Il y en a qu'une qui est vraiment pas Il n'y en a mal. qu'une qui est vraiment badass, mais l'avantage du coup d'avoir pris comme ça ce passif, d'ailleurs je l'ai fait pour ça, c'est que de créer un personnage qui, à défaut d'avoir beaucoup de points de vie, va taper fort. Mais s'il touche, et vous verrez que je touche pas souvent. Les dieux des dés sont pas avec lui. Non, pas du tout, non. Pour les dégâts, il existe 2 types d'attaques. Les attaques physiques et les attaques arcaniques, pardon. Arcanique. Excusez-moi. Oh mais aucun problème. Les attaques physiques prennent en compte la classe d'armure de l'ennemi, ou du joueur, hein. Les ennemis ont aussi des attaques physiques. La classe d'armure, c'est ce qui permet au joueur d'avoir un score, exemple 14, pour toucher, l'ennemi doit faire 14 ou plus. Si l'ennemi fait 14, le joueur lance un dé d'initiative, si le résultat est au-dessus de l'attaque, il peut esquiver l'attaque. Tout ça, c'est un peu complexe, on vous l'expliquera dans des règles plus poussées. Mais vous allez voir que la classe d'armure, c'est important. Souvent, on demande la classe d'armure au joueur, même moi, hein, parce que ça permet de savoir si mon ennemi, le jet que je vais faire en tant que MJ, touche le joueur. Vous allez voir que parfois, ça touche pas. Si ça touche, ils sont pas contents. De toute façon, vous Non. allez le voir. Mais toi on n'est jamais content, donc... C'est ça. Les autres types de dégâts sont les dégâts arcaniques. Là, c'est la RA qui rentre en compte. Tout à fait. La résistance arcanique. Concrètement, un alchimiste, de base, va avoir moins de CA, mais beaucoup plus de résistance arcanique. Normal, il est arcaniste. L'attaque arcanique va permettre au joueur de résister ou non à des attaques de type arcanique. Voilà. Pour les statistiques, il y a 2 types de statistiques, les caractéristiques on appelle ça. Il y a les statistiques physiques et les statistiques mentales. Le physique comprend la force, la dextérité, la constitution, l'endurance, l'acrobatie et la perception. En gros, tout ce qui fait que le corps du joueur peut réagir. Pour les statistiques mentales, on a la puissance, l'intelligence, la discrétion, la volonté et l'initiative. C'est ça. Tout à fait. Ça va permettre de... Pour vous donner un exemple, la puissance, c'est la puissance magique, l'intelligence, c'est la capacité de réflexion, la discrétion, tout le monde voit ce que c'est. La volonté, ça, c'est petit bémol. La volonté, c'est... La capacité à résister, au contrôle. généralement, c'est utilisé pour ça. C'est ça. Mais pas Alors, il y a certaines capacités, certaines compétences qui utilisent un D20 plus la volonté. Oui. Je crois que les chasseurs en nom de tête, je crois. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que généralement, on va utiliser la volonté pour résister ou pour agir dans tout ce qui est contrôle mental. Ce sont souvent des compétences qui sont utilisées par les vampiriques. Les capacités n'évoluent pas jusqu'au niveau 10. Malheureusement, sinon c'est triché. Par contre, passé le niveau 10, les joueurs obtiennent un point de capacité de leur choix tous les 2 niveaux. Ça, c'est plutôt cool. Après, pour atteindre... radin. Franchement, c'est pas beaucoup. Non, parce que qui dit capacité augmente, exemple, le joueur met un point en puissance, sa RA augmente de 1. Et oui. C'est vrai. Donc, faut prendre ça en compte. Donc, c'est compliqué. Vient maintenant les PV, PE, CA, RA, tout ça, vous l'avez compris, la CA et la RA, classe d'armure, résistance arcanique, on va pas revenir là-dessus. PV, on n'explique pas ce que c'est. Les points de vie, on va juste expliquer comment ça augmente. Oui. Chaque PV augmente par prise de niveau. Les PV sont calculés sur les points que le joueur possède en constitution. Exemple, Peter possède 2 en constitution. Oui. Peter possède 2 en constitution. Initialement, au niveau 1, les arcanistes possèdent 15 PV. 15 PV, merci. 15 PV. T'as créé le jeu, non? Oui. les alchimistes possèdent 15 PV. D'accord? Au niveau 1, Peter, il a que 15 PV. C'est ça. Quand il passe au niveau 2, il possède 2 points de constitution, donc il balance 2 D6. C'est ça. Tous les points de vie sont des D6. Et tous les points d'énergie, ce qu'on verra un peu plus tard, sont des D4. Si par contre, vous avez 0 point en constitution, vous allez quand même jeter un D6, à la différence que ce résultat sera divisé par 2. Et on verra, en parlant des points d'énergie, que c'est exactement la même chose.
L'énergie, enfin les PE, eux, sont calculés sur la puissance. Par exemple, Peter, donc comme expliqué, à 6 en puissance, mais on écarte le bonus dans ce cas-là, donc je garde que mes 4 points dans ma statistique. Donc dès que je vais passer de niveau, dès que les copains passent de niveau aussi, ils vont jeter autant de D4 qu'ils ont de points en puissance. Donc j'ai donc jeté 4 D4. Si par contre, n'importe quelle personne autour de la table, n'importe quel PJ avait 0 en puissance, ce qu'il aurait fait, c'est 1 D4 et il divise par 2. C'est ça. Il y a des croyances, vous allez voir, il y a une mythologie, un panthéon, voilà, un panthéon qui existe dans l'univers, composé de 7 divinités, 6 primaires, une supplémentaire. Le panthéon, certaines divinités, notamment Romrak et Diana, vont permettre aux joueurs d'avoir un dé de vie ou un dé de puissance, respectivement vie et puissance, en plus. Ce qui est plutôt pratique. Ce qui peut être Brienne, en l'occurrence, possède la croyance de Romrak, lui octroie un dé 6 en plus de vie. Ce qui est intéressant quand on compose justement sa fiche personnage, comme je l'expliquais plus tôt, c'est qu'on peut jouer sur l'aspect purement mécanique de jeu et associer un passif avec une divinité pour essayer de gagner des statistiques, mais on peut aussi orienter ça dans le roleplay pur. C'est ce que j'ai choisi de faire. Alors j'ai essayé de jouer à la fois sur la mécanique de jeu. Je voulais pas un personnage trop pourri non plus, on va pas se mentir, mais vous comprendrez peut-être pourquoi. J'ai essayé quand même de choisir une divinité, en l'occurrence Typhos, qui, alors j'ai le Panthéon sous les yeux, qui est le dieu des connaissances, de l'écriture et des voyages. J'ai essayé du coup d'associer ça à mon personnage pour qu'il soit à la fois pas trop dégueulasse, en termes de gameplay, mais que par contre, le choix serve réellement le roleplay. Et ça que je trouve à titre personnel en tant que joueur assez intéressant justement dans ce système-là, dans BloodQuest, c'est que vous avez une grande marge de manœuvre. C'est ce que j'expliquais plus tôt. Les mécaniques de jeu sont assez simples, mais malgré tout, vous avez vraiment une grosse marge de manœuvre. Et en tant que néophyte, je trouve ça super intéressant. Dans un but d'équilibrage, je voulais absolument que les joueurs aient la liberté de création, mais aussi qu'il y ait un cadre de jeu. C'est-à-dire qu'un joueur ne pouvait pas prendre des passifs qui sont tellement puissants qu'il n'a aucun malus et une croyance qui fait qu'il n'a aucun malus. C'est pas possible. Pour les PE, par exemple, les PE servent à lancer des sorts. Alors, je mets des gros guillemets sur ça parce que ça s'appelle des compétences. Alors, PE, point d'énergie. Oui, point d'énergie. Ça correspond aux arcanes ou aux ki. Les PE permettent aux joueurs d'utiliser leurs compétences. Peter, arcaniste, utilise la compétence de maîtrise du feu. Ça lui consomme 5 PE, il retire 5 PE. C'est pas plus compliqué. Mais les PE sont utilisés par toutes les origines. Oui. Vraiment toutes. Alors, on peut peut-être dire qu'en effet, les Kaolin utilisent le Ki, mais les PE bien qu'ils aient des PE quand même. Donc, c'est vraiment un système un petit peu à part. Mais toutes les origines utilisent des PE. N'allez pas croire que seuls les arcanistes, seuls les druides, seuls, j'en sais rien, vraiment des origines comme ça. Non, tout le monde utilise les PE, même les chasseurs, même les lycans, même les vampires. Voilà, le seul petit bémol, ce sont les Néphilim. Vous allez le comprendre pourquoi bien plus tard, parce que ça va être quasiment un épisode complet sur ça, de Lore in Blood, je pense, tellement c'est complexe. Mais les Néphilim peuvent perdre et des PE et des PV pour lancer des compétences. Parce que je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qui restait à expliquer en termes de compétences. Oui. Juste cependant, quelque chose qu'on n'a pas expliqué qui est super important, qui est lié à la fois aux statistiques mais aussi à l'armement. Pour l'instant, les joueurs, les PJ commencent avec une arme au niveau 1, à l'exception des chasseurs qui ont un passif, qui ont un passif qui leur permet de porter 2 armes. Arrivé au niveau 3, les joueurs, alors ça ne tombe pas dans la bouche, ils vont devoir l'acheter, mais ils vont pouvoir acquérir une 2e arme, et donc une 3e pour les chasseurs. Il y a un petit truc à savoir. Les armes, comme l'expliquait Quentin, alors que ce soit du corps à corps ou de la distance, vont se jouer sur la dextérité. Donc plus vous avez de points de dextérité, plus vous aurez normalement... vous êtes propice à toucher. Sauf moi, du coup, parce que j'ai vraiment pas de chance. Vous serez propice à toucher, du coup, votre ennemi. Mais la force rentre en compte pour une catégorie, c'est les armes à deux mains. Exactement. Les armes à deux mains prennent en compte la force. Vous allez le voir notamment avec notre chère Brienne et notre cher Edgar, qui sont les 2 seuls détenteurs d'armes à deux mains. Respectivement une hache, une épée au début, puis une hache, et Edgar, une clé mort. Parce que... Pourquoi pas? Parce que jamais dans la demi-mesure. C'est ça. Vous comprendrez que Edgar et moi, on a une relation très spéciale. Mais oui, exactement. Et donc, pour pouvoir acheter des armes ou des munitions ou aller se payer un Big M... il faut une monnaie. Ouais, une monnaie. Vous allez comprendre pourquoi le Big M, petite private joke, mais vous allez le comprendre dans la campagne. Il existe donc 3 types de monnaies pour pouvoir acheter des armes, des munitions, des du trucs. Big M et des trucs, tout simplement. Des trucs.
Donc pour acheter des armes, des trucs, de la nourriture, des hôtels, il faut de la monnaie. Et la monnaie, ça a été un sacré bazar. Oui. Alors, dans la Terre jumelle, on va dire, donc celle de Blood Quest, le système monétaire est beaucoup plus simple. Vous apprendrez plus tard dans la campagne, ou peut-être dans Lore in Blood, excusez-moi, pourquoi, mais il n'y a que 3 monnaies. Là, on parle de monnaie pour les conscients, hein, c'est-à-dire comme nous, l'euro, machin. Sur le continent américain, alors l'Amérique dans sa totalité, hein, du nord jusqu'au sud, il n'y a qu'une seule monnaie qui s'appelle le solar. Alors un solar, des solars, le symbole c'est toujours le petit S avec la barre au milieu bien sûr. Hein. C'est ça. Vous avez ensuite une autre monnaie qui elle va être utilisée en Europe. Alors Europe, on va dire c'est tout ce qui va aller jusqu'à la Russie, à peu près. Hein. On C'est est ça, il me semble. sur... L'Europe, elle est composée... ouais, Russie, c'est ça à peu près. Limite Russie, mi-Russie. Niveau D'accord. Sibérie, tout ça. Donc le Mont Ural, en gros quoi. C'est ça. Par là. Exactement. Cette monnaie, qui s'appelle le RAF, est aussi utilisée dans l'entièreté de l'Afrique. Et vous avez du coup une troisième monnaie qui s'appelle le Yas, un Yas, des Yas, qui elle va être utilisée dans la totalité de l'Asie, mais aussi en Océanie. Excusez-moi. Pardon, c'est l'hiver, en même temps c'est compliqué. Covid. Le Covid, n'est-ce pas Faut pas dire Covid, c'est pas bien. C'est vrai. Excusez-nous. Il y a ensuite 2 autres monnaies, qui elles sont des monnaies, alors on peut dire pour les conscients. Non, c'est des monnaies des non-conscients. Des conscients, oui, pardon. Oui, si, du coup. Donc, le Oui, premier, c'est pardon. non-conscient, les autres, c'est les C'est ça. conscients. Pardon, excusez-moi. Il y a une monnaie, alors là, comme un petit peu au début, je reprends l'exemple de John Wick, parce qu'à mon sens, c'est normalement, tout le monde l'a vu. Là, c'est plus parlant. Là, c'est beaucoup plus parlant. Il y a, vous savez, dans John Wick, bon, c'est pas du spoil, hein, il y a une monnaie ce sont des pièces d'or, hein, il me semble. Hein. Ce sont des pièces d'or. Ce sont des pièces d'or qui est utilisées pour acheter des services, pour, notamment quand il fait nettoyer sa maison, il paye en pièces d'or. Il y a un petit peu le même système avec ce qu'on appelle l'éclat, Ouais, qui est donc la monnaie des conscients, où ils vont pouvoir, quand ils vont dans des bases, quand ils vont dans des cachets, des trucs comme ça, pouvoir acheter des objets, acheter des services et être payés aussi en éclat. Et il y a une dernière monnaie qui est propre à l'Atlantide, parce que oui, dans la terre dans laquelle nous nous trouvons dans Blood Quest, l'Atlantide existe. Le cul des racistes. Exactement, mais pas tout à fait comme nous on l'entend sur Terre. L'Atlantide est vraiment... Alors oui, elle est en avance, on en parlera parce qu'il faut en parler dans Lore in Blood. De toute façon, vous allez y aller. Alors, vous allez comprendre que l'Atlantide a une place prépondérante dans l'univers de Blood Quest. Bien sûr. Et donc la monnaie dans l'Atlantide s'appelle L'arcanite. l'arcanite. Alors, pour vous donner un petit visuel, tout ça, l'éclat, c'est un petit triangle fait en métal. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, l'éclat, un vampire qui veut se ravitailler en sang humain va dans des fermes humaines et paye sa consommation en éclat. Vous en apprendrez plus au cours de la campagne. L'arcanite, elle, ce sont des petites pièces faites en pierre précieuse, essentiellement en lapis lazuli. Voilà. C'est une monnaie qui n'existe que sur l'Atlantide. Vous ne pouvez pas payer quoi que ce soit avec de l'arcanite dans notre monde. Enfin, dans le monde de Blood Quest. Parce que c'est pas le nôtre. Je fais souvent l'amalgame d'ailleurs. Oui. C'est une terre jumelle. C'est une terre jumelle. Oui. Tous ces petits éléments qu'on vient de vous expliquer, vous allez le retrouver au cours de la campagne. Et d'autres choses, d'où les émissions Lore in Blood. Vous allez apprendre à connaître notre cher Peter, notre chère Daria, Brienne, Edgar, Hayes. Toutes ces personnes vont... Et le MJ. Et le MJ, mais bon, moi j'interprète 15 000 persos. Et vous allez voir que l'univers est assez riche pour qu'on puisse se permettre de faire des émissions comme Lore in Blood. Parce que parfois, même nous, on s'y perd, figurez-vous. C'est ça. Mais c'est ce qu'on disait aussi quand on a commencé à discuter vraiment juste avant de tourner les émissions, c'est que l'avantage d'un monde comme Blood Quest, là où pardon, certains mondes d'autres jeux de rôle sont des mondes purement imaginaires, un peu à la Tolkien, des choses comme ça. Heroic Fantasy, Alors, ouais. L'avantage, c'est qu'on peut tout créer dans ces mondes-là. Vraiment, on n'a aucune limite. Ah oui. Mais justement, il n'y a aucune limite. Et ce qu'on, à titre personnel, je trouve intéressant dans Blood Quest, c'est que vu qu'on s'inspire d'une terre jumelle, on a été obligé de travailler avec des contraintes. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec une terre jumelle, enfin quoique, on verra qu'il y a quand même des choses, on va pas spoiler, qui ont été créées toutes pièces et qui justement viennent apporter vraiment du sel à cette terre, parce que c'est pas juste une copie de la Terre. On n'est pas dans le multivers de Marvel où les terres se ressemblent. Certes, les continents sont semblables, certes, certains événements ont eu lieu, comme quand elle a dit, n'ont pas eu forcément les mêmes finalités, mais il y a tellement à creuser. Le simple fait de s'inspirer des mythes et légendes de notre monde, de les rendre réels, ça apporte déjà un background énorme. Et sur ça,
ont été rajoutés plein d'éléments que vous allez découvrir dans nos aventures et qui vous plairont, je l'espère. Pour revenir sur ce que disait Baptiste, du coup, je me lassais un peu des Heroic Fantasy et donc j'ai décidé de créer mon univers qui est plus Dark Fantasy. L'avantage de Blood Quest, c'est que ça se joue dans différentes temporalités, celles que vous le souhaitez. Donc c'est plutôt cool. Du fait d'avoir fait pas mal de renseignements sur les légendes, les mythes, tout ça, bien avant, dans mon jeune âge, j'ai pu me permettre de créer tout cet univers autour de ça. Donc c'était cool. En tout cas, tous les deux et toute l'équipe de Blood Quest, on espère que les aventures de nos héros vont vous plaire. En tout cas, on s'est donné beaucoup de mal pour que ça fonctionne. Et c'était le but. C'est ça. Et on vous dit à dans quelques jours. À dans 2 jours. 2 ou 3, je sais plus. C'est ça. Pour l'épisode 1, nommé Un rêve infini. Ouh. Ciao tout le monde les amis. À bientôt, on espère que ça vous plaira. Bisous, ciao ciao. Bye.